À 12h03 précise, le matin de Noël, mon téléphone s'est allumé. Il était posé sur le bureau, juste à côté de mon café. La voix de ma fille tremblait tellement que j'ai bien failli ne pas la reconnaître. Maman, pourquoi le ministère des Armées vient-il d'appeler papa? J'ai cessé de respirer pendant une seconde. Autour de moi, le centre d'opération continuait de bourdonner, comme si de rien n'était. Les radios grésillaient. Quelqu'un a ri, à l'autre bout de la pièce. Un mur d'écran surveillait la météo sur tout le quart nord-est. J'ai regardé l'horloge à nouveau. Il était 12h03, le jour de Noël. Il y a certains appels téléphoniques que l'on n'oublie jamais, et celui-là venait de s'ajouter à la liste. Mais, pour expliquer pourquoi ma fille pleurait au beau milieu de la nuit, je dois remonter 3 jours en arrière. Je m'appelle Linda Carter. J'ai 58 ans. Après avoir passé 24 ans dans la logistique de l'armée de terre, j'ai accepté un poste civil. Je coordonne désormais les opérations d'urgence à la base militaire de Mourmelon, dans la Marne. Ce n'est pas un travail très prestigieux, mais il a son importance. Quand les tempêtes frappent, quand le matériel doit être déplacé, ou quand les gens ont besoin de réponses, il faut bien que quelqu'un fasse tourner la machine. Et la plupart du temps, cette personne, c'est moi. Mon appartement se trouve à environ 15 minutes de la base, dans un quartier calme. Là-bas, les soldats à la retraite semblent plus nombreux que les autres habitants. Rien de luxueux. 2 chambres, une moquette beige, un petit balcon qui donne sur un parking, et un faux sapin de Noël que je sors chaque mois de décembre depuis 2014. L'arbre penche un peu vers la gauche. Tout comme moi, ces derniers temps. J'avais fini de le décorer le 22 décembre. Des guirlandes blanches, et quelques ornements en bois qu'Émilie avait fabriqués à l'école primaire. Il y avait aussi un petit ange en laiton, que ma mère avait acheté avant son décès. C'était simple, mais c'était suffisant. Je venais de m'installer dans mon fauteuil inclinable, avec une tasse de café, quand mon téléphone portable a sonné. C'était Émilie. J'ai souri avant de répondre. Tiens, regarde qui appelle sa vieille mère. Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Salut, maman. Tu as fini tes courses de Noël? Presque. Il y a eu un blanc. Ce genre de silence qui vous fait comprendre que quelqu'un cherche la façon la moins douloureuse de vous blesser. Je connaissais très bien cette pause. J'avais survécu à suffisamment d'annonces de pertes militaires pour reconnaître l'hésitation, juste avant une mauvaise nouvelle. Tout va bien, ai-je demandé. Oui, dans l'ensemble. Un autre silence, puis elle l'a finalement dit. Alors voilà, papa et Mélissa organisent Noël cette année. Je sais. Et les parents de Mélissa prennent l'avion pour venir. C'est super. Nouvelle pause. Nous voulons vraiment qu'elle se sente intégrée, comme un membre de la famille. J'ai fixé le petit ange suspendu à mon sapin. Je vois. Émilie a précipité la phrase suivante. Ce sera juste plus facile si on reste, tu sais, en famille très proche. La famille proche. C'est fou comme une fille peut prononcer des mots si ordinaires, qui parviennent d'une certaine manière à effacer 34 années de maternité. Elle n'essayait pas d'être cruelle, et c'est presque ce qui rendait la chose encore pire. J'ai regardé par la fenêtre, en direction du parking. Quelqu'un chargeait des courses dans un SUV Ford argenté, tandis qu'une musique de Noël s'échappait d'un autre appartement. La vie continuait, tout simplement. Je comprends, ai-je dit doucement. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu n'es pas fâchée? Oh, ma chérie. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. J'ai connu de pires Noëls. Cette partie-là n'était pas un mensonge. J'avais passé un Noël à dormir dans une tente en toile au Koweït, et un autre à manger de la purée en sachet en Afghanistan. Comparé à ces années-là, rester assise toute seule dans la Marne ne semblait pas bien grave. Émilie a semblé soulagée. Merci, maman. J'espère que tout le monde passera un bon moment. Nous en passerons un. Nous avons parlé encore 5 minutes de la circulation,
de mon travail, et de la possibilité qu'elle remplace enfin sa vieille machine à café. Aucune de nous n'a reparlé de Noël. Après avoir raccroché, je suis restée assise là un long moment, sans boire mon café. Il avait fini par refroidir. Le lendemain matin, j'ai franchi les grilles de la base de Mourmelon avant le lever du soleil. Les gendarmes m'ont fait signe de passer. La même routine, les mêmes routes, et les mêmes rangées de bâtiments en briques devant lesquels je passais depuis des années. À l'intérieur du centre des opérations d'urgence, le planning des fêtes était affiché sur le tableau blanc. Plusieurs noms étaient encore suivis d'un point d'interrogation. Personne n'aime travailler à Noël, surtout les plus jeunes qui ont des enfants en bas âge. Je suis entrée dans le bureau de mon supérieur. Mark Reynolds a levé les yeux de son écran d'ordinateur. « Bonjour, Linda. Il te manque toujours du monde pour Noël ?» Il s'est adossé à sa chaise. « En fait, oui. Je prends le poste. »« Tu es sûre ? Certaine ? » Il a froncé les sourcils. « Tu as déjà travaillé à la Toussaint. »« Je sais. »« Tu n'as pas de projet en famille ? » J'ai souri. Ils ont changé. Il n'a pas posé d'autres questions. Les militaires apprennent très vite quand il faut se taire. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait que je m'étais porté volontaire. Le spécialiste Jordan Ellis avait l'air sincèrement confus. « Madame, cela ne vous dérange pas de sacrifier votre Noël ? » J'ai haussé les épaules. Il faut bien que quelqu'un réponde au téléphone. Il a ri. Ma femme ne me le pardonnerait jamais. Alors ne te porte pas volontaire. Dans les bureaux, les gens échangeaient des anecdotes sur les emballages cadeaux, les tartes brûlées, les belles familles impossibles à gérer, et les jeunes enfants qui réveillaient tout le monde avant l'aube. J'ai souri quand il le fallait, je me suis jointe aux conversations. J'ai même ri lorsqu'un jeune capitaine a avoué avoir accidentellement acheté à sa femme la même friteuse sans huile qu'elle lui avait offerte. La vie a une drôle de façon de vous rappeler que les problèmes normaux sont, en réalité, des bénédictions. Ce soir-là, je me suis arrêtée au centre Leclerc pour faire quelques courses. La file d'attente aux caisses s'étirait jusqu'au milieu des rayons. Devant moi, un petit garçon n'arrêtait pas de supplier sa grand-mère pour avoir des bonbons. Elle a fini par soupirer. D'accord, juste un Père Noël en chocolat. Il a célébré la nouvelle comme s'il avait gagné au loto. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. De retour à la maison, j'ai fait réchauffer de la soupe à la tomate, puis j'ai regardé un vieux western à la télévision. L'appartement était calme. Pas exactement solitaire, juste calme. Il y a une différence. Le réveillon de Noël est arrivé, froid et dégagé. À 18h ce soir-là, j'étais déjà à l'intérieur du centre d'opération. Quelqu'un avait accroché une couronne en plastique sur la porte. La cantine servait de la dinde, de la farce, des haricots verts et une bûche de Noël sur des plateaux jetables. Je me suis assise seule, près de la fenêtre. De l'autre côté de la pièce, de jeunes soldats tenaient leurs assiettes en carton en équilibre, tout en discutant en vidéo avec leur famille. Une petite fille montrait son nouvel ours en peluche à la caméra. À côté de moi, un soldat a ri lorsque son fils a fièrement exhibé un pyjama de Noël dépareillé. Ces petits instants rendaient la pièce beaucoup plus chaleureuse. J'ai terminé mon repas et j'ai rapporté mon plateau. De retour à l'étage, je me suis installée à mon poste de travail. Bulletin météo, mise à jour des effectifs, demande d'entretien de routine. Le calme plat. Peu après 23h30, je me suis versé une autre tasse de café. Dehors, les lumières de Noël clignotaient sur les logements de la base. À l'intérieur, l'horloge murale numérique égrenait les minutes d'une garde, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Puis, mon téléphone portable a vibré. Émilie. J'ai souri, m'attendant à un rapide joyeux Noël. Au lieu de cela, j'ai répondu pour entendre le son de ma fille en larmes. Maman. J'ai reculé ma chaise si vite qu'elle a percuté le mur. Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a essayé de parler, n'a pas pu,
puis a finalement murmuré les mots qui ont fait disparaître de mon esprit chaque personne présente dans cette pièce. Maman, pourquoi le ministère des Armées vient-il d'appeler papa? Tout a basculé à cet instant précis. L'espace d'une seconde, j'ai oublié où je me trouvais. Le centre d'opération s'est estompé à l'arrière-plan. Les écrans d'ordinateur, les radios, le faible bourdonnement des conversations, tout a disparu derrière le bruit d'Émilie essayant de reprendre son souffle. Émilie, ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. Calme-toi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas tout. Commence par ce que tu sais. Elle a reniflé. Nous ouvrions les cadeaux en avance, parce que les parents de Mélissa voulaient partir à la première heure demain matin. Le téléphone de papa a sonné vers 23h30. Il a regardé l'écran, et je n'ai jamais vu son visage devenir aussi blanc. Qu'a-t-il fait? Il est sorti pour répondre, et quand il est revenu, il a dit que c'était pour le travail. J'ai froncé les sourcils. Le père d'Émilie n'avait pas travaillé pour le ministère de la Défense depuis près de 10 ans. Il avait pris sa retraite de contractuel civil après avoir quitté le service actif. Il n'y avait pas vraiment de raison pour que quelqu'un du ministère l'appelle la nuit du réveillon de Noël. Puis un autre appel est arrivé, a continué Émilie. Cette fois, il a répondu dans la cuisine. Mélissa l'a suivi. J'ai attrapé un bloc-notes sur mon bureau et j'ai commencé à écrire. Continue. J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils avaient besoin de leur parler à tous les deux. Ont-ils dit pourquoi? Non. Que s'est-il passé ensuite? Émilie a poussé un soupir tremblant. Papa a commencé à se disputer. Cela a attiré mon attention. Mon ex-mari, David Carter, n'était pas un homme émotif. Pendant nos 26 années de mariage, je l'avais vu élever la voix peut-être 5 fois. Il croyait que les problèmes se réglaient avec des listes, des plannings et des chéquiers, pas en criant. Il n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une erreur, a expliqué Émilie. Et Mélissa. Elle s'est enfermée dans la chambre d'amis. J'ai cligné des yeux. Elle s'est enfermée? Elle refusait de sortir. Et ses parents? Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils sont juste restés assis là, à se regarder. J'ai jeté un œil à l'horloge murale. Il était minuit 8. Et ensuite? Émilie a baissé la voix. Environ 20 minutes plus tard, 2 voitures du gouvernement se sont garées dans le quartier. Mon stylo s'est arrêté de bouger. Des voitures du gouvernement? Je crois, oui. Des SUV noirs. Sont-ils venus à la maison? Oui. Sont-ils entrés? Ils ont parlé à papa sur le pas de la porte. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, peut-être 15 minutes. Je me suis adossée à mon siège. Rien de tout cela n'avait de sens. David n'était pas le genre d'homme à s'attirer des ennuis. En fait, l'une des principales raisons pour lesquelles notre mariage avait échoué, c'est parce qu'il détestait prendre des risques. Tout devait être planifié. Les vacances, le budget, même les courses au supermarché. Si le lait n'était pas sur la liste, on n'achetait pas de lait. L'idée que des enquêteurs se pointent à sa porte semblait tout simplement impossible. Émilie a repris la parole. Maman, tu es là? Il n'arrêtait pas de poser des questions sur des dossiers militaires. J'ai baissé les yeux vers mes notes. Des dossiers militaires? Il voulait aussi voir Mélissa. Le choc a été encore plus rude. Mélissa? Oui. Qu'est-ce que Mélissa a à voir avec des dossiers militaires? Je n'en sais rien. Moi non plus. J'avais rencontré Mélissa exactement 4 fois. Elle était assez agréable, toujours souriante, appelant toujours tout le monde mon chéri ou ma chérie. Elle enseignait en classe de CE2 dans la banlieue de Reims, et elle aimait publier des photos de ses desserts faits maison sur Facebook. Rien chez elle ne laissait présager une visite d'enquêteurs fédéraux. Rien du tout.
Tu ne penses pas que papa a des ennuis, n'est-ce pas? A demandé Émilie. Je ne sais pas encore. Ça fait 20 minutes que j'essaie de l'appeler, mais il ne répond pas. Où est-il maintenant? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai regardé en direction du bureau de mon supérieur. Marc terminait de remplir des papiers. Il a croisé mon regard, et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. J'ai levé un doigt pour lui demander de patienter. Juste une minute. Émilie, es-tu en sécurité? Oui. Mélissa est toujours là-bas? Je crois, oui. Tu crois? Je suis partie. Tu as quitté la maison? Je ne pouvais pas rester. Où es-tu? À l'appartement de Lorraine. J'ai reconnu le prénom. Lorraine avait été la colocataire d'Émilie à l'université. Bien. C'est juste que... Je ne savais pas qui d'autre appeler. Cette phrase m'a frappé plus fort que le reste. Pour la première fois depuis des années, quand tout s'effondrait, ma fille m'appelait en premier. Pas son père. Moi. J'ai besoin que tu restes où tu es, ai-je dit. Verrouille la porte si tu es toute seule. D'accord. Je prends la route pour te rejoindre. Vraiment? Oui, c'est Noël. J'avais remarqué. Malgré tout, elle a laissé échapper un faible rire. Il n'a duré que 2 secondes, mais c'était suffisant. Je me suis levée et j'ai marché vers le bureau de Marc. Un seul regard sur mon visage lui a suffi. Urgence familiale, je présume. Vas-y. Je te revaudrai ça. Tu as couvert assez de jours fériés pour tout le monde ici. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de ma chaise. L'un des plus jeunes spécialistes m'a interpellé. Joyeux Noël, Madame Carter. J'ai souri sans me retourner. À vous aussi. L'air extérieur était si froid qu'il en était piquant. Mon pick-up, un vieux modèle bleu vieux de 12 ans, a démarré du second coup. Je suis sorti du parking et me suis dirigé vers l'autoroute A4, avant de bifurquer vers l'ouest. Les routes étaient presque désertes. La plupart des gens dormaient, ou étaient assis dans leur salon à assembler des vélos et des maisons de poupées. Mes phares balayaient des kilomètres d'autoroute plongés dans l'obscurité. De temps en temps, je passais devant un relais routier, illuminé comme un phare dans la nuit. Ouvert? Toujours ouvert. Environ 40 minutes après mon départ, Émilie a rappelé. Des nouvelles, ai-je demandé. Non. Tu as eu des nouvelles de ton père? Rien du tout. Et pour Mélissa? Non. Elle a hésité. Maman? Oui. Je m'en veux terriblement. Pourquoi? Parce que je t'avais dit de ne pas venir. J'ai resserré mes mains sur le volant. Émilie, non. J'ai besoin de le dire. Elle a pris une profonde inspiration. Je pensais bien faire. Je sais. Je ne voulais pas que Mélissa se sente mal à l'aise. Je comprends. Je n'avais pas pensé. Sa voix s'est de nouveau brisée. Je n'aurais jamais cru que je finirais par regretter que tu ne sois pas là. J'ai dégluti difficilement. Pendant des années, après le divorce, j'avais imaginé entendre ces mots. Maintenant qu'ils étaient enfin prononcés, ils n'avaient pas le goût de la victoire. Ils étaient juste tristes. J'ai fait plein d'erreurs, moi aussi, ai-je répondu. On ne parle pas de toi. Non, on parle de la famille. Aucune de nous n'a parlé pendant près d'1 minute. Les pneus bourdonnaient contre le bitume. Finalement, Émilie a demandé, « Tu crois que papa nous a menti ?» Je ne sais pas. Et Mélissa? Je ne le sais pas non plus. La vérité, c'est que mon esprit tournait en boucle autour d'une seule question. Pourquoi quelqu'un du ministère s'intéresserait-il à la femme de mon ex-mari? Mélissa n'avait jamais servi dans l'armée. À ma connaissance,
personne dans sa famille proche non plus. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient tout simplement pas. Vers 1h45 du matin, mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu via le haut-parleur du véhicule. Ici Linda Carter. Madame Carter, a répondu une voix masculine très calme. Je m'appelle Brian Holloway, je suis agent spécial. Mon estomac s'est noué. Je travaille pour le ministère des Armées. Je me suis garé sur une aire de repos sans même y réfléchir. Comment puis-je vous aider? Nous croyons savoir que vous êtes l'ex-épouse de David Carter. C'est exact. Nous aimerions avoir l'opportunité de nous entretenir avec vous. À quel sujet? Il y a eu une brève pause. Je crains de ne pas pouvoir discuter des détails par téléphone. Est-ce que David est en état d'arrestation? Je ne peux pas répondre à cette question. Ma fille est-elle en danger? Non, madame. Cette réponse est venue rapidement. Elle semblait sincère. Je serai à Reims d'ici 2 heures. Nous organiserons une rencontre après votre arrivée. Il m'a donné un numéro de téléphone. Je l'ai noté au dos d'un reçu de station-service. Puis l'appel s'est terminé. Je suis restée assise là, à regarder à travers le pare-brise. Le parking était désert, à l'exception d'un semi-remorque et d'un camping-car dont les guirlandes de Noël brillaient encore aux fenêtres. Quelque chose clochait. Il ne s'agissait plus seulement d'un simple coup de téléphone inattendu. C'était plus grand, beaucoup plus grand. Et quoi que ce soit qui m'attendait à Reims, cela s'apprêtait à bouleverser bien plus que le Noël d'une seule famille. J'ai atteint Reims un peu après 4h30 du matin. La ville était calme, de cette manière étrange qui n'appartient qu'au matin de Noël. Les feux tricolores changeaient pour des voitures qui n'étaient pas là. Les enseignes des fast-food brillaient au-dessus de parkings vides. Quelques personnes promenaient leurs chiens, emmitouflés dans des manteaux d'hiver, tandis que le reste du quartier dormait. Émilie m'a rejointe devant l'immeuble de Lorraine. À l'instant où elle a aperçu mon pick-up, elle a couru à travers le parking. Elle n'avait pas fait ça depuis qu'elle était adolescente. Dès qu'elle est montée sur le siège passager, elle a passé ses 2 bras autour de moi. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je l'ai serrée contre moi pendant quelques secondes, sans rien dire. Il y a des conversations qui peuvent attendre, mais ce câlin ne le pouvait pas. Lorsqu'elle s'est finalement reculée, j'ai remarqué qu'elle portait encore son pull de Noël de la veille. Son mascara avait coulé, et elle avait pleuré si longtemps que ses yeux étaient gonflés. « Tu as mangé quelque chose ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je n'avais pas faim. Eh bien, moi si. Elle a eu l'air surprise. J'ai souri un peu. Si nous sommes sur le point d'avoir affaire aux autorités fédérales, je refuse de le faire le ventre vide. Cela m'a valu le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle de toute la nuit. Nous avons trouvé un vieux bistrot ouvert 24h24, à quelques kilomètres de là, qui servait encore le petit déjeuner. L'endroit comptait peut-être 6 clients, principalement des chauffeurs routiers, et 2 policiers qui terminaient leur service de nuit. La serveuse nous a versé du café sans même nous demander. « Vous deux, on dirait que vous avez passé une dure nuit. »« On peut dire ça, » ai-je répondu. Émilie a picoré ses œufs brouillés pendant que je surveillais la vitrine. À 6 heures précises, mon téléphone a sonné. Agent spécial Brian Holloway. Nous sommes prêts quand vous l'êtes, Madame Carter. Il m'a donné une adresse. Ce n'était pas un commissariat. C'était un bâtiment administratif situé juste en périphérie du centre-ville de Reims. 20 minutes plus tard, Émilie et moi passions sous un portique de sécurité, pour entrer dans une salle de conférence aux murs beige, équipée d'une longue table. L'odeur du café laissait deviner qu'il était là depuis la veille. L'agent Holloway semblait avoir une 40aine d'années. Coupe de cheveux soignée, costume sombre, voix calme. Une autre femme était assise à côté de lui. Je suis l'agent spécial Karen Doyle. Nous nous sommes serré la main.
Holloway a attendu que tout le monde soit assis. Madame Carter, merci d'être venue. J'aimerais plutôt savoir pourquoi je suis ici. Je comprends. Il a ouvert un épais dossier. Nous enquêtons sur des demandes frauduleuses, concernant des pensions accordées aux familles endeuillées de l'armée. J'ai froncé les sourcils. Je ne vous suis pas. Nous pensons que l'épouse actuelle de votre ex-mari, Melissa Carter, s'est faussement fait passer, pendant plusieurs années, pour la veuve d'un militaire mort au combat. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Pardon ? Quoi ? Il a répété sa phrase, presque mot pour mot. Je l'ai dévisagé. Melissa n'était pas mariée avant de rencontrer David. Exact. Alors, comment a-t-elle pu prétendre être la veuve de quelqu'un ? Grâce à des documents falsifiés. Emily a eu le souffle coupé. Non. L'agent Doyle a fait glisser plusieurs copies de documents sur la table. Des noms, des formulaires de demande de pension, des copies de pièces d'identité, des photographies. Sur l'une des photos, Melissa se tenait à côté d'un mémorial lors d'un événement caritatif, vêtue d'une robe noire, avec l'épinglette du bleuet de France accrochée au buste. Une autre la montrait en train de faire un discours, lors de ce qui ressemblait à une levée de fonds pour les anciens combattants. Je n'ai jamais vu ces photos, a murmuré Emily. Moi non plus. Holloway a croisé les mains. Au cours des 4 dernières années, Madame Carter a assisté à de multiples événements en se présentant comme la veuve d'un soldat tué en opération extérieure. Mais elle ne l'est pas. Non. Alors pourquoi quelqu'un la croirait elle ? Parce qu'elle avait des documents convaincants. Il a tapoté le dossier. Des documents dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont été falsifiés. J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais passé près de la moitié de ma vie entourée de familles de militaires. J'avais assisté à des cérémonies commémoratives. Je m'étais tenue aux côtés d'épouses qui recevaient des drapeaux tricolores pliés. J'avais vu des enfants poser des questions qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à poser. Prétendre appartenir à cette communauté, ce n'était pas seulement malhonnête. C'était une insulte personnelle. Emily a couvert sa bouche de sa main. Oh mon Dieu! Il y a autre chose, a ajouté Doyle doucement. Je n'étais pas sûre d'avoir envie de l'entendre. L'enquête indique que votre ex-mari a pris connaissance de cette fraude il y a environ 2 ans. Emily a relevé la tête si vite que sa chaise a grincé. Quoi ? Il le savait ? Nous avons des preuves suggérant que oui. Non. Elle a secoué la tête encore et encore. Non, il ne ferait jamais ça. L'agent Holloway ne l'a pas interrompu. Il s'est contenté de poser un autre document sur la table. Une série de mais. L'un des messages de David disait « Il faut qu'on arrête d'utiliser cette histoire. Quelqu'un finira par poser des questions. » Melissa avait répondu « Ils ne le font jamais. » Un autre message « Tant que les papiers correspondent, on ne craint rien. » Emily a repoussé les feuilles. Je ne veux plus lire ça. Moi non plus, mais je me suis forcée à le faire. Les années passées dans l'armée m'avaient appris une chose importante, les faits ne deviennent pas moins vrais sous prétexte qu'ils sont douloureux. Nous essayons de comprendre jusqu'à quel point M. Carter était impliqué, a expliqué Holloway. Est-ce qu'il percevait de l'argent, ai-je demandé. Entre autres choses. Il m'a expliqué que Melissa avait accepté des cachets pour ses discours, des dons d'œuvres caritatives, des remboursements de frais de voyage, ainsi que des programmes d'aide spéciale destinés aux veuves de guerre. Elle avait également bénéficié de réductions de la part d'entreprises qui souhaitaient honorer les familles endeuillées. Pris individuellement, chaque montant n'était pas énorme, mais mis bout à bout, cela représentait des dizaines de milliers d'euros. Emily a enfoui son visage dans ses mains. Mon père a aidé à cacher ça. Nous cherchons encore à déterminer son rôle exact. Je me suis adossée à ma chaise. La pièce semblait soudain beaucoup plus petite. Mon mariage n'avait pas pris fin parce que David était malhonnête.
Il s'était terminé parce que nous étions devenus des personnes différentes. J'avais toujours respecté une chose chez lui, son intégrité. Aujourd'hui, même cela volait en éclats. Alors que nous quittions la salle de conférence, un autre homme est passé devant nous, vêtu d'une vieille veste militaire. Il a remarqué les documents coincés sous le bras d'Holloway. Sans connaître les détails de l'affaire, il a marmonné dans sa barbe, « Chaque année, quelqu'un essaie de porter un uniforme qu'il n'a jamais mérité. » Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Dehors, Émilie a finalement posé la question que nous avions toutes les deux évitée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Elle m'a regardée, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Maman. Oui. Si tout ça se sait, tout le monde sera au courant. Ce ne sont pas les commérages qui l'inquiétaient. Elle avait peur de perdre le père qu'elle pensait connaître. Je la comprenais, car, en silence, je faisais le deuil de la même chose. L'après-midi même, je suis passée en voiture devant le lotissement de David. Les camions des chaînes d'information n'étaient pas encore arrivés. La rue avait l'air parfaitement ordinaire. Des enfants faisaient du vélo, les voisins se faisaient de grands signes de la main. Les décorations de Noël étaient toujours suspendues au balcon. Pourtant, derrière l'une de ces portes d'entrée, une vie entière était en train de s'effondrer, et presque personne ne le savait. J'aurais pu m'en aller. Une part de moi en avait envie. Après tout, David n'était plus ma responsabilité, et Mélissa encore moins. J'aurais pu dire aux enquêteurs que je ne savais rien, et retourner à ma base de Mourmelon. Au lieu de cela, je suis restée assise dans le pick-up pendant près de 15 minutes, à réfléchir. Je me demandais si rouvrir de vieilles blessures en valait la peine, et si révéler la vérité ne ferait que blesser Émilie davantage. Puis mon téléphone a vibré. C'était l'agent Holloway. Madame Carter, nous avons identifié plusieurs événements caritatifs militaires où vous pourriez reconnaître des personnes impliquées. J'ai fermé les yeux. Ce n'étaient pas juste des noms sur une liste. La plupart étaient des gens avec qui j'avais travaillé. Des personnes qui avaient accordé leur confiance à quelqu'un arborant une histoire volée. J'ai finalement répondu, je vais vous aider. Même au moment où les mots franchissaient mes lèvres, je savais que cette aide aurait un prix. Le plus difficile n'allait pas être de prouver ce que Mélissa avait fait. Le plus dur serait d'accepter que l'homme avec qui j'avais partagé la moitié de ma vie ait pu choisir le mensonge, plutôt que les valeurs qu'il avait lui-même enseignées à notre fille. Et cette vérité faisait bien plus mal que je ne l'aurais cru. Je pensais que le plus éprouvant serait de m'asseoir face à des enquêteurs fédéraux. J'avais tort. Le plus éprouvant, ce fut de rentrer chez moi, et de faire semblant que tout était toujours normal. 3 jours après Noël, j'étais de retour à Mourmelon, répondant à des emails, examinant des demandes d'équipement, et validant les plannings des équipes de secours. Le café avait le même goût. Les néons bourdonnaient de la même manière que d'habitude. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir des soldats se dépêcher de traverser le parking, leur sac à dos jeté sur l'épaule. La vie continuait. C'est juste que la mienne devait désormais s'encombrer d'un lourd secret. L'agent Holloway m'avait prévenu que des enquêtes de ce genre ne se réglaient pas en une semaine. Cela prenait du temps. Les faits d'abord, m'avait-il dit lors d'un de nos appels. Les opinions peuvent attendre. J'aimais bien cette formule. Elle me rappelait ce qu'un vieux sergent-chef avait l'habitude de dire, la lenteur crée la fluidité, et la fluidité crée la vitesse. Alors, au lieu de courir après les rumeurs, j'ai commencé par ce que je savais concrètement. J'ai ressorti de vieux carnets d'adresses que je n'avais jamais jetés. Des livrets de cérémonie de départ à la retraite, des cartes de vœux envoyées par des familles de militaires, et des listes de contacts d'événements caritatifs que j'avais aidé à organiser des années auparavant. Un nom en entraînait un autre. Certaines personnes se souvenaient immédiatement de Mélissa. D'autres ne se rappelaient pas d'elle du tout, jusqu'à ce que j'évoque une collecte de fonds ou un banquet. Un après-midi, j'ai conduit jusqu'à Châlons-en-Champagne pour déjeuner avec ma vieille amie Denise Walker. Denise avait pris sa retraite de la trésorerie militaire avant moi. Si quelqu'un s'y connaissait en pension de l'armée, c'était bien elle.
Elle s'est glissée sur la banquette en apportant 2 tasses de café. Tu avais l'air très sérieuse au téléphone. Je le suis. Je lui ai expliqué avec précaution, en me limitant à ce que l'agent Holloway m'avait autorisé à dire. Denise a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à la banquette. Je me souviens d'elle. Vraiment? Vaguement. D'où? D'un dîner de soutien aux armées, à Metz. Qu'est-ce qui t'a marqué? Denise a froncé les sourcils. Elle n'arrêtait pas de dire aux gens que son mari était mort en opération extérieure. J'ai hoché la tête. Quelqu'un lui a posé des questions? Non. Pourquoi donc? Denise m'a regardé comme si la réponse coulait de source. Parce que les gens honnêtes ne partent pas du principe que quelqu'un pourrait mentir sur un sujet pareil. Cette phrase m'a hanté le reste de la journée. Les gens honnêtes ne s'attendent pas à voir la cruauté se déguiser en deuil. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rencontré 4 autres anciens collègues. Chaque conversation ajoutait une petite pièce à l'édifice. Personne n'avait une vue d'ensemble. Un bénévole se rappelait avoir vu Mélissa collecter des dons. Un autre se souvenait de l'avoir présentée comme une veuve de guerre lors d'un événement public. Quelqu'un d'autre se rappelait de David, se tenant discrètement à ses côtés, souriant poliment pendant qu'elle remerciait les gens de soutenir des familles, comme la leur. Prise isolément, chaque anecdote semblait inoffensive. Mais mise bout à bout, elle dressait un tableau radicalement différent. L'agent Holloway m'appelait tous les 2 ou 3 jours. Nous avançons. Tant mieux. Nous avons confirmé plusieurs relevés financiers. Et pour David? Un blanc. Nous sommes encore en train de tirer ça au clair. Cette réponse ne changeait jamais. Pendant ce temps, le bouche à oreille commençait à faire son œuvre autour de Reims. Pas les faits, non, juste les rumeurs. Dès la 2e semaine de janvier, les gens avaient inventé des histoires dignes de mauvais scénarios télévisés. Quelqu'un prétendait que David avait volé des documents classés secret défense. Un autre jurait que Mélissa était une espionne étrangère. Une rumeur particulièrement ridicule affirmait que les enquêteurs avaient trouvé de l'argent liquide enterré dans leur jardin. Rien de tout cela n'était vrai. La véritable histoire était beaucoup plus discrète, et d'une certaine façon, bien plus triste. Puis, les murmures se sont tournés vers moi. Émilie m'a appelé un soir après le travail. Maman, je l'entends dans ta voix. Elle a soupiré. J'ai croisé la voisine de papa aujourd'hui. Et elle a dit que les gens pensent que tu es derrière tout ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Émilie a poursuivi. Ils disent que tu essaies juste de te venger parce que papa s'est remarié. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. La pluie glissait lentement sur la vitre. Je m'étais demandé combien de temps cela prendrait. Tu n'as pas l'air surprise. Je ne le suis pas. Quand les gens ne connaissent pas la vérité, ils choisissent généralement l'explication la plus simple. L'ex-femme amère faisait le méchant idéal. Je lui ai dit qu'elle se trompait. Merci. Mais j'ai attendu la suite. Je crois que papa le pense aussi. Ça a fait mal. Pas parce que David me blâmait, mais parce qu'après 30 ans passés ensemble, il aurait dû me connaître mieux que ça. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de mon bureau. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une feuille de cahier pliée, contenant une seule phrase, « Certaines familles méritent de rester enterrées ». Pas de signature, pas de menace explicite, juste ça. Je l'ai quand même montré à la sécurité de la base. Ils ont enregistré l'incident et m'ont conseillé de ne pas m'inquiéter, à moins d'en recevoir d'autres. Malgré tout, j'ai verrouillé la porte de mon appartement à double tour ce soir-là. Une semaine plus tard, l'agent Holloway m'a demandé si j'accepterais d'examiner des photographies prises lors de plusieurs événements pour les anciens combattants. La plupart étaient des photos de banquets tout à fait ordinaires. Des gens qui se serraient la main, souriaient, ou tenaient des diplômes. Puis, je me suis arrêtée sur une image. Là.
Holloway s'est penché par-dessus mon épaule. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? La femme à côté de Melissa. Vous la connaissez? Oui. Elle s'appelait Carole Simmons. Son fils Jason avait bel et bien été tué lors d'une mission à l'étranger. J'avais assisté à sa cérémonie commémorative. J'avais regardé Carole accepter le drapeau tricolore plié. Si Melissa s'était tenue à côté de Carole en prétendant partager la même perte. Je n'arrivais pas à terminer cette pensée. Holloway a discrètement noté le nom de Carole. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé. Vous aviez raison. Que s'est-il passé? Madame Simmons croyait que Melissa était, elle aussi, la veuve d'un soldat mort pour la France. J'ai fermé les yeux. Donc, elle lui a fait confiance. Oui. Et Melissa l'a laissé faire. Oui. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, la colère a pris le dessus sur la tristesse. Pas une colère bruyante, non. Une colère froide. Le genre de colère qui s'installe dans votre poitrine et refuse de vous quitter. Quelques soirs plus tard, j'ai assisté à un petit déjeuner mensuel à l'amicale des anciens combattants, où se réunissaient plusieurs de mes vieux amis. Je n'avais pas prévu d'évoquer l'enquête, mais le colonel en retraite Franck Delaney m'a prise à part avant que je ne puisse partir. J'ai entendu des choses. J'en suis sûre. Il a étudié mon visage. Tu as l'air fatigué. Je le suis. Il a fait un signe de tête vers deux chaises vides. Assieds-toi. Franck s'adressait toujours à vous comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Parfois, cela suffisait amplement à inciter les gens à dire la vérité. Après m'avoir écouté en silence, il a remué son café. Tu sais ce qui te tracasse? Je vois plusieurs choses possibles. Tu te sens toujours responsable de protéger la relation de ta fille avec son père. Il n'avait pas tort. Je ne veux pas détruire ce qu'il en reste. Ce n'est pas toi qui le fais. Je pourrais. Non. Il a doucement secoué la tête. La personne qui dit la vérité n'est pas celle qui brise la confiance. J'ai baissé les yeux vers mon café. Et si Émilie ne me pardonne jamais? Alors laisse-lui du temps. Il a souri. La vérité ne devient pas plus forte en criant. J'ai immédiatement reconnu la réplique. Elle se renforce avec des preuves. Il a ri. On dirait que quelqu'un d'autre t'a appris ça avant moi. Sur le chemin du retour, je repassais ces mots en boucle dans ma tête. Pendant des semaines, je m'étais demandé si le fait d'aider l'enquête faisait de moi une femme vindicative. Si, au fond de moi, je voulais que David souffre. La réponse honnête m'a surprise moi-même. Ce n'était pas le cas. Je voulais que cette comédie cesse. Je voulais que des personnes comme Carole Simmons n'aient plus jamais à se demander si l'inconnu qui les serrait dans ses bras à une cérémonie avait, oui ou non, mérité le droit de s'y trouver. La vengeance que je pensais désirer se transformait lentement en autre chose. Pas des représailles, mais de la justice. Cependant, je savais que les jours les plus difficiles restaient à venir. Les preuves ne restent pas cachées éternellement. Tôt ou tard, chaque document, chaque email, chaque déclaration de témoin sortirait des dossiers des enquêteurs pour entrer dans une salle d'audience. Et quand cela se produirait, il n'y aurait plus moyen de se cacher derrière des rumeurs, seule resterait la vérité, aussi douloureuse puisse-t-elle être. Lorsque le printemps est arrivé, l'enquête n'était plus un secret. Ce n'était pas devenu la une des journaux nationaux, mais dans les environs de Reims et dans les communautés militaires voisines, les gens en parlaient. La plupart d'entre eux ne connaissaient toujours pas toute l'histoire. Ils savaient seulement qu'il y avait une enquête impliquant des pensions militaires, une association caritative locale, et un couple que tout le monde croyait connaître. Le procureur m'a appelé un mardi après-midi. Nous sommes prêts à avancer. Je savais que cet appel finirait par arriver. Pourtant, entendre ces mots a suffi à me nouer le ventre. Une audience avait été fixée au palais de justice de Reims. Ça ne ressemblerait pas à ces procès dramatiques qu'on voit à la télévision, avec des témoins surprises et des objections hurlées.
Les vrais tribunaux ne fonctionnent pas comme ça. Ils avancent méthodiquement, preuve après preuve. Et parfois, c'est encore plus puissant ainsi. Émilie m'a appelé la veille au soir. Je ne sais pas si je me sens capable d'y aller. Tu n'es pas obligé. Mais si je n'y vais pas, elle s'est interrompue. Si je n'y vais pas, je me poserai la question toute ma vie. Elle a poussé un soupir. Je déteste avoir tort. Et moi, je n'aime pas avoir raison. Cela la fait rire, juste une seconde. Je te retrouverai là-bas. Le palais de justice était déjà très animé à mon arrivée. Des vétérans, vêtus de vestes couvertes d'écussons, se tenaient calmement en petits groupes devant l'entrée. Quelques journalistes patientaient derrière des barrières métalliques. Les caméras de télévision étaient braquées sur les marches, espérant que quelqu'un ferait une déclaration fracassante. Personne ne l'a fait. David est arrivé avec son avocat. Pour la première fois depuis des mois, je revoyais mon ex-mari face à face. Il paraissait plus vieux. Pas à cause de ses cheveux gris, mais parce qu'il avait adopté la posture d'un homme qui n'avait pas bien dormi depuis très longtemps. Nos regards se sont croisés un instant. Aucun de nous n'a fait de signe de la main. Mélissa marchait quelques pas derrière lui. Envolée, la femme joyeuse qui avait l'habitude de poster des photos de vacances tout sourire sur Internet. Elle avait l'air épuisée, sans maquillage, les épaules voûtées. Elle gardait les yeux fixés au sol pendant que les photographes criaient son nom. À l'intérieur de la salle d'audience, tout semblait étonnamment ordinaire. Des bancs en bois, le drapeau français, le bruissement discret des papiers. La juge Éléonore Brox est entrée exactement à l'heure. L'audience a commencé. Le procureur a exposé l'affaire sans élever la voix. Il a expliqué en quoi les programmes d'aide aux familles endeuillées dépendaient de documents authentiques. Il a décrit les fausses demandes, les dossiers falsifiés, et les avantages financiers que Mélissa avait obtenus en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas. Puis, ce fut au tour des témoins. Le directeur d'une association a déclaré que Mélissa avait été invitée à prendre la parole parce que les organisateurs croyaient qu'elle était la veuve d'un soldat tombé au combat. Un chef d'entreprise a expliqué avoir fait don de plusieurs milliers d'euros sous forme de services pour les familles de militaires. Un autre témoin a détaillé comment des frais de déplacement spéciaux avaient été approuvés, pour que Mélissa puisse assister à des commémorations dans toute la région. Chaque histoire semblait empreinte de générosité. Mais chaque acte de bonté avait été bâti sur un mensonge. Ensuite, Carole Simons a pris la barre. Elle a marché lentement, tenant un mouchoir plié à la main. Je me souvenais de m'être tenue à ses côtés des années auparavant, lors de la cérémonie en mémoire de son fils. Elle portait toujours en elle cette dignité silencieuse. Le procureur lui a posé une question simple. « Madame Simons, pourquoi avez-vous fait confiance à l'accusé ?» Carole a tourné la tête vers Mélissa. « Parce que je croyais qu'elle comprenait ce que cela signifiait, de perdre un enfant mort pour la patrie. » La salle est devenue d'un calme absolu. « Je l'ai invitée chez moi, » a poursuivi Carole. « Je l'ai présentée à d'autres familles. J'ai pleuré avec elle. » Elle a fait une pause. « Je ne savais pas que je pleurais avec une inconnue qui s'était approprié le deuil de quelqu'un d'autre. » Personne ne bougeait. Même les journalistes avaient cessé de taper sur leur clavier. Mélissa a baissé la tête. Le procureur a remercié Carole, puis s'est rassis. Ensuite, c'est l'agent Holloway qui a témoigné. Il a guidé le tribunal à travers les relevés bancaires, les échanges de mets, les inscriptions aux événements, et les pièces d'identité. Rien de spectaculaire, juste des faits, les uns après les autres. Enfin, le procureur a affiché plusieurs emails sur l'écran du tribunal. Un message de David est apparu, « Quelqu'un finira par vérifier tes dossiers. » Mélissa avait répondu, « Personne ne le fait jamais. » Un autre message a suivi, « Il faut qu'on arrête avant que ça ne prenne trop d'ampleur. » Sa réponse, « Après cette collecte de fonds, on arrête. » La collecte en question n'avait pas marqué la fin de l'arnaque. Elle s'était poursuivie pendant près de 2 années supplémentaires. L'avocat de David lui a conseillé de témoigner.
Je n'étais pas sûr de comprendre pourquoi. Peut-être espérait-il que l'honnêteté atténuerait les conséquences. Ou peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre option. David s'est avancé vers la barre des témoins. Les premières minutes, il a répondu à voix basse. Oui, il avait découvert que Mélissa n'était pas celle qu'elle prétendait être. Oui, il s'était disputé à ce sujet. Oui, il lui avait dit d'arrêter. Puis le procureur a posé la question que tout le monde attendait. Monsieur Carter, après avoir appris la vérité, avez-vous continué à assister à des événements où votre épouse se présentait faussement comme une veuve de guerre? David a fermé les yeux un instant. Oui. Étiez-vous conscient que des dons étaient acceptés? Oui. Étiez-vous conscient que des entreprises offraient des avantages basés sur ces affirmations? Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? Sa voix est tombée si bas que je l'entendais à peine. Je m'étais convaincu que cela ne faisait de mal à personne. Le procureur n'a rien répondu. Il est simplement retourné à sa table. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle plaidoirie. Puis, depuis le public, quelqu'un a parlé doucement. C'était Carole. Elle ne s'adressait pas à la juge. Elle regardait David droit dans les yeux. Mon fils a donné sa vie en portant cet uniforme. Sa voix ne s'est pas élevée. Prétendre que ce sacrifice appartient à quelqu'un d'autre fait toujours du mal à quelqu'un. Personne ne l'a interrompu. La juge a simplement laissé ses paroles imprégner la salle. J'ai regardé en direction d'Émilie. Des larmes coulaient sur son visage. Pas des sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses, le genre de larmes qui vous viennent quand la personne que vous avez admirée toute votre vie devient soudain quelqu'un que vous reconnaissez à peine. L'audience a été suspendue pour le déjeuner. Alors que les gens se dispersaient dans le couloir, un journaliste local m'a approché. Madame Carter, souhaitez-vous faire un commentaire? J'ai secoué la tête. Cette journée n'est pas à propos de moi. À quoi ressemble la justice, selon vous? J'y ai réfléchi avant de répondre. La justice, ce n'est pas d'humilier les gens. J'ai jeté un regard vers les portes de la salle d'audience. C'est s'assurer que la vérité parvienne enfin à ceux qui la méritaient depuis le début. Cet après-midi-là, la juge a accepté le plaidé coupable de Mélissa pour de multiples chefs d'accusation liés à la fraude. La condamnation interviendrait plus tard, mais les faits étaient désormais publics. David n'a pas été accusé des mêmes infractions, mais le tribunal a clairement indiqué que sa complicité dans cette tromperie entraînerait de graves conséquences civiles et financières. Il allait passer des années à rembourser ce qui n'aurait jamais dû être accepté. Alors que les gens quittaient le palais de justice, personne ne faisait la fête. Il n'y a eu ni applaudissements, ni acclamations. La vraie vie offre rarement ce genre de moment. Au lieu de cela, il s'est produit quelque chose de plus intime. Les anciens combattants se sont rassemblés autour de Carole Simmons. Un par un, ils l'ont prise dans leurs bras. Pas parce qu'elle avait gagné quoi que ce soit, mais parce qu'on lui avait enfin dit la vérité. Émilie s'est approchée de moi. Pendant un long moment, elle a été incapable de parler. Puis, elle a attrapé ma main. Je comprends, maintenant. J'ai serré ses doigts. Aucune de nous n'avait besoin d'ajouter quoi que ce soit. Parfois, la forme de vengeance la plus satisfaisante n'est pas de voir quelqu'un tomber. C'est de voir le mensonge céder enfin la place à la vérité. La vie a toujours une façon de redevenir ordinaire, même après un événement qui donne l'impression que tout devrait changer pour toujours. À la fin de l'été, les équipes de télévision avaient cessé d'appeler. Les articles de journaux étaient passés à d'autres gros titres. Du côté de la base de Mourmelon, les gens avaient recommencé à parler des plannings d'entraînement, des prévisions météo, et du championnat de football. L'enquête était close. Mélissa avait été condamnée à une mise à l'épreuve, à de lourdes restitutions financières, à des travaux d'intérêt général, et à un casier judiciaire qui la suivrait pour le reste de sa vie. Elle avait discrètement démissionné de son poste d'enseignante avant que l'académie n'ait eu le temps de terminer sa propre procédure. David, quant à lui,
faisait face à des années de remboursement liés aux fraudes, et à la perte d'opportunités de consulting qui s'offraient jadis à lui avec facilité. Les nouvelles circulent vite dans le milieu militaire. Une fois la confiance rompue, ce n'est pas le genre de chose qui se reconstruit avec une simple poignée de main. Je ne me suis réjoui de rien de tout cela. Il n'y avait pas grand-chose à fêter. Un samedi matin d'octobre, mon téléphone a sonné pendant que je taillais le petit érable devant mon appartement. C'était David. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Allô, Linda. Sa voix semblait fatiguée. Je ne te retiendrai pas longtemps. Très bien. Je te dois des excuses. Le mot m'a surprise. Pas parce que je le pensais incapable de s'excuser, mais parce que j'avais cessé d'en attendre depuis des années. Je t'ai fait porter le chapeau, a-t-il admis. Je sais. C'était plus facile que d'admettre que j'avais pris une terrible décision. J'ai appuyé le sécateur contre la rambarde du balcon. Tu n'as pas pris qu'une seule décision, David. Je sais. Un nouveau silence s'est installé entre nous. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle finirait par arrêter, a-t-il dit doucement. Je croyais chaque promesse, parce que ça m'évitait d'avoir à affronter ce qui se passait. Tu voulais que le problème disparaisse de lui-même. Oui. Ça ne marche presque jamais comme ça. Non. Il a poussé un long soupir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'apprécie tes excuses. C'était vrai. Certaines relations ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. Elles deviennent simplement plus honnêtes qu'auparavant. Avant de raccrocher, il a ajouté une dernière chose. Tu as élevé Émilie bien mieux que je ne voulais bien l'admettre. J'ai regardé de l'autre côté du parking, où 2 enfants du quartier faisaient du vélo. Nous l'avons élevée tous les 2. Et j'ai bien failli lui faire payer mes erreurs. Aucun de nous n'avait plus rien à ajouter. Nous avons mis fin à l'appel. Une semaine plus tard, Émilie m'a invité à déjeuner dans un petit restaurant de grillades, à mi-chemin entre Reims et la base de Mourmelon. Quand je suis arrivée, elle m'attendait déjà dans une banquette d'angle. Elle avait l'air différente. Pas plus vieille, non, plus légère, comme si porter la vérité, même douloureuse, pesait moins lourd que de porter la confusion. Elle m'a serré dans ses bras avant même que nous ne nous asseyions. Après que la serveuse a pris notre commande, Émilie a enroulé ses 2 mains autour de son verre de thé glacé. J'ai beaucoup réfléchi. Je m'en doutais. Je n'arrête pas de repenser à ce coup de téléphone. Celui de Noël ? Elle a hoché la tête. Celui où je t'ai dit de ne pas venir. J'ai souri avec tendresse. Je m'en souviens. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Tu essayais de faire en sorte que tout le monde soit content. J'essayais d'éviter les conflits. C'est ce que font la plupart des gens. Elle a baissé les yeux vers la table. Je pensais que si j'organisais tout parfaitement, on aurait enfin l'impression d'être une grande famille. Tu voulais la paix. Au lieu de ça, j'ai confondu la paix avec l'hypocrisie. J'ai tendu le bras par-dessus la table pour lui serrer la main. C'est une leçon que certaines personnes n'apprennent jamais. Les larmes lui sont de nouveau montées aux yeux. J'aurais dû t'inviter. J'ai souri. Je serais venue. Je sais. Elle a ri doucement à travers ses larmes. Et tu aurais probablement remarqué que quelque chose clochait avant tout le monde. J'ai beaucoup d'expérience pour analyser l'ambiance d'une pièce. Cela m'a valu un vrai rire. Le genre de rire qui naît du soulagement, plutôt que de la douleur. Autour d'un croque-monsieur et d'un thé glacé, nous avons parlé pendant près de 3 heures. Pas seulement de l'enquête, mais de tout. De son enfance, de la vie militaire, de mes années à travailler les jours fériés, des parties de pêche que David faisait avec elle, des décorations de Noël que nous rangions chaque mois de janvier. Pour la première fois depuis des années, on n'avait pas l'impression de marcher sur des œufs autour de vieilles disputes. Nous étions simplement en train de discuter.
Le long week-end du 11 novembre est arrivé, et s'est déroulé dans le calme. Émilie a insisté pour qu'on se voie, juste nous deux. On a fait brûler le pain, oublié la sauce d'accompagnement, et on a tellement ri de ma tentative ratée de découper la viande, qu'on a fini par commander un dessert au supermarché, au lieu de faire semblant que le mien était mangeable. Cela s'est avéré être l'un de mes week-ends préférés depuis des années. Puis décembre est arrivé. Le petit sapin artificiel est ressorti du placard, penchant toujours vers la gauche, avec toujours une branche en moins à l'arrière. Certaines choses ne changent jamais. Une semaine avant Noël, mon supérieur, Mark Reynolds, est passé dans mon bureau. « Alors, tu te portes encore volontaire pour Noël ?» J'ai levé les yeux de mes dossiers, et j'ai souri. Je peux couvrir une partie de la matinée. Il a haussé un sourcil. Seulement une partie ? Ma fille m'attend pour le dîner. Il a souri de toutes ses dents. J'espérais bien que tu dirais ça. Le jour de Noël est arrivé, froid et lumineux. J'ai passé la matinée à aider avec les problèmes de personnel et à répondre à quelques coups de téléphone. Vers midi, j'ai rassemblé mes affaires. Alors que je traversais le centre d'opération, l'un des jeunes soldats m'a interpellé. « Joyeux Noël, Madame Carter. » À vous aussi. Le trajet jusqu'à Reims m'a semblé différent cette fois-ci. Pas parce que les routes avaient changé, mais parce que je ne me demandais plus si j'y avais ma place. Émilie a ouvert la porte d'entrée avant même que je ne frappe. L'odeur d'une dinde rôtie flottait dans la maison. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Joyeux Noël, maman. »« Joyeux Noël, ma chérie. » À l'intérieur, la table de la salle à manger n'était pas bondée. Pas de plan de table compliqué. Personne ne marchait sur des œufs. Juste une famille essayant de faire mieux que l'année précédente. Après le dîner, Émilie m'a tendu un petit cadeau. À l'intérieur, il y avait une nouvelle décoration de Noël. En bois peint à la main. Un minuscule pick-up, transportant un petit sapin complètement tordu. J'ai éclaté de rire dès que je l'ai vu. Il penche. Tout comme le tien. Nous avons ri toutes les deux. Puis, nous l'avons accroché ensemble sur le sapin. Avec le recul, les gens me demandent parfois si j'ai l'impression d'avoir eu ma vengeance. Je leur réponds généralement qu'ils posent la mauvaise question. Ce qui comptait, ce n'était pas de voir quelqu'un perdre sa réputation, ou rembourser de l'argent. Ce qui comptait, c'était que les personnes qui avaient été trompées reçoivent enfin la vérité en retour. La vérité ne pouvait pas effacer la douleur, mais elle l'a empêchée de se propager. S'il y a bien une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la force de caractère se révèle souvent lorsque dire la vérité devient inconfortable. Et si cette histoire vous a touché, j'espère que vous la partagerez avec quelqu'un qui croit que l'intégrité a toujours de l'importance. Si vous avez un jour à choisir entre garder le silence et faire ce qui est juste, j'espère que vous trouverez la force de faire le choix avec lequel vous pourrez vivre en paix.